Bonjour. Alors aujourd'hui, on a un document assez fascinant entre les mains. C'est une liste de 100 mots français conçus a priori pour voyager sans stress. La source, c'est un guide pratique qui promet de couvrir l'essentiel, de l'aéroport aux urgences. Et notre mission, ça va être de creuser un peu, d'analyser la sélection, bien sûr, mais surtout de se poser la question, est-ce que 100 mots, même très bien choisis, peuvent vraiment remplacer la complexité d'une vraie conversation? On va chercher les points forts, mais aussi peut-être les petites fissures dans cette armure. C'est exactement ça la question. Parce que, en fait, ce qui frappe d'emblée, c'est même pas le choix des mots en soi. C'est leur organisation. Ah oui, La liste, elle n'est pas du tout alphabétique. Elle est situationnelle. Elle suit vraiment le parcours mental et physique d'un voyageur. C'est une approche très pragmatique. Le but, c'est pas de devenir bilingue, c'est de fournir des clés pour déverrouiller des situations très précises. La promesse, c'est l'autonomie, pas la fluidité. alors commençons par le début de ce parcours justement, à l'aéroport et en transport. Les premiers mots sont les politesses de base. Bonjour, merci, s'il vous plaît, excusez-moi. Ça semble évident, mais j'imagine que c'est le socle de tout. Ben, je dirais même que c'est bien plus qu'un socle. C'est un signal. Un signal, oui. Oui, en commençant par bonjour, vous signalez à la personne en face, je vous vois comme un être humain, pas comme un simple distributeur d'informations. Sans ça, la question qui vient juste après, où est, elle devient presque une injonction. Ces premiers mots, ils changent la nature de l'interaction avant même qu'elle ait commencé, c'est vrai. C'est très juste. Et juste après ce signal, on a cette fameuse question où est combinée avec le train, la porte, le quai, c'est la fraise squelette par excellence. Absolument. À partir de là, on peut y greffer une dizaine d'autres mots de la liste et hop, on résout la plupart de ces problèmes de déplacement. Mais ce qui me surprend un peu dans cette section, c'est un autre mot, en retard. Ah oui, Ça semble presque pessimiste. On s'attendrait à un vocabulaire pour tout se passe bien, pas pour quand ça déraille. Pourquoi le mettre si tôt? c'est une excellente question. On est tout de suite dans la gestion de problème en fait. C'est comme si on vous donnait un gilet de sauvetage avant même de monter sur le bateau. Parce que c'est toute la différence entre un guide de voyage un peu naïf et un véritable outil de gestion de crise. Les voyages, c'est plein d'imprévus. Et avoir le mot pour nommer le problème, c'est déjà commencer à le maîtriser. Psychologiquement, pouvoir demander «le train est en retard», c'est beaucoup plus rassurant que de juste regarder un panneau qui clignote sans comprendre. Hmm, la liste est réaliste. Exactement. Pas seulement idéaliste. Donc une fois qu'on a réussi à naviguer dans les transports, en retard ou pas, le défi suivant, c'est de s'installer. Et la liste suit cette logique, avec la section à l'hôtel. Et ça attaque direct avec la phrase j'ai une réservation. Et cette phrase, elle est plus puissante qu'on ne le pense. Elle vous identifie tout de suite, non pas comme quelqu'un de perdu, mais comme un client attendu. Ça change la dynamique complètement. On passe de demandeur à client légitime. Et ensuite, la liste anticipe les problèmes généraux. L'eau chaude, la climatisation, et puis les adjectifs comme propre, calme, bruyant. Ça, c'est intéressant, ça permet de nuancer. On peut signaler un problème factuel, comme l'absence d'eau chaude, mais aussi un inconfort subjectif. Demander une chambre plus calme, ça peut vraiment changer un séjour. Voilà. On passe du statut de victime passive à celui d'acteur, qui peut demander une solution. Mais tiens, en y pensant, il y a un truc qui manque, non? À notre époque. Ah oui, quoi donc? L'absence du mot Wi-Fi ou connexion. C'est quand même assez frappant. Pour beaucoup de voyageurs, c'est devenu un besoin aussi fondamental que l'eau chaude.
Ah mais oui, c'est tout à fait vrai. C'est peut-être un indice que la liste, même si elle est très solide, a peut-être quelques années. C'est possible. Bon point. On voit les choix et les omissions qui définissent sa philosophie. Et en parlant de philosophie, on arrive à la section la plus longue, et ce n'est pas un hasard, au restaurant et au café. 25 mots, Oui, et ça en dit long sur l'importance de la nourriture dans l'expérience du voyage, surtout en France. clairement. Et la structure de cette section est, là aussi, très révélatrice. Elle équilibre les plaisirs et les nécessités. On a délicieux et desserts qui permettent de participer à l'expérience, mais on a aussi végétarien ou trop cher. Ça, c'est des outils pour gérer des contraintes bien réelles. C'est là que je trouve un choix de conception fascinant. La liste inclut végétarien, qui est un choix, de confort ou de conviction. Mais elle omet allergie, ce qui peut être une question de vie ou de mort. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est un excellent point. Ça nous dit que la liste est probablement conçue sur la fréquence des besoins plutôt que sur leur gravité. Il y a statistiquement plus de voyageurs qui cherchent une option végétarienne que de voyageurs qui ont une allergie mortelle au sésame, par exemple. C'est un calcul de probabilité. 20% des problèmes les plus courants. Le cas d'urgence médicale extrême est peut-être jugé trop spécifique. C'est un parti pris. Et on peut en discuter, bien sûr. C'est un arbitrage très intéressant. La liste donne aussi un exemple de phrase. Je voudrais un café, s'il vous plaît. C'est poli, c'est élégant. Mais est-ce que cette politesse n'est pas parfois un luxe? Je veux dire, dans un bar parisien bruyant à midi, est-ce que un café n'est pas plus efficace? Ah, c'est le grand débat entre l'efficacité brute et l'intégration culturelle. La liste, elle, choisit clairement son camp, celui de l'intégration. En utilisant «je voudrais», vous vous identifiez comme un visiteur respectueux. Quelqu'un qui fait un effort. Et cet effort, il peut vous valoir un meilleur service ou juste un sourire. C'est un investissement social de 3 secondes. Exactement. La liste ne vous apprend pas seulement à commander, elle vous apprend à bien commander, selon les codes locaux. Ça me rappelle une fois, j'ai essayé de commander un plat sans oignons en Espagne. J'ai mimé les larmes, le geste de balayer. Le plat est arrivé avec une double portion d'oignons. Le serveur pensait que j'adorais ça. Avoir le mot sans m'aurait savé la vie, ou du moins le repas. C'est l'exemple parfait. Les mots comme avec et sans sont des modificateurs universels. Ils décuplent la puissance des 98 autres mots. Ah oui. Un café sans sucre, une chambre sans bruit. Les possibilités deviennent immenses. Ils transforment une liste statique en un système. Passons de la nourriture à l'argent. La section sur le shopping est courte, mais la question combien ça coûte, c'est le début d'une danse sociale parfois complexe, Absolument. et la liste donne les outils pour interpréter la réponse, pas en chiffres, mais en jugement de valeur. Cher, bon marché. C'est un raccourci mental très efficace. C'est vrai. Vous n'avez pas besoin de comprendre 93 € pour savoir si c'est dans votre budget. La réaction du vendeur, votre intuition, aidée par ses mots, ça suffit. Mais c'est aussi là qu'on voit les limites d'une liste universelle, non? En France, négocier le prix dans une boutique, c'est rare. Par contre, sur un marché aux puces, c'est presque attendu. La liste ne peut pas enseigner ce contexte culturel. Exactement. La liste est un kit de survie, pas un cours de stratégie culturelle. Elle donne un bouclier, mais pas une épée. C'est une très bonne image. Elle vous permet de participer à la transaction, pas forcément de la maîtriser. Et c'est une distinction importante. Elle vise la compétence, pas l'expertise. Et parfois, la compétence, ça suffit. Surtout quand on arrive à la section qu'on espère ne jamais utiliser. Urgence et situation utile. Médecin, pharmacie, police, hôpital, les 4 piliers de la sécurité. Le simple fait de les avoir en tête doit être incroyablement rassurant.
C'est leur fonction première, rassurer. Mais le plus intelligent dans cette section, pour moi, c'est pas tant ces noms-là, c'est les phrases qui suivent. Ah, c'est là que la liste passe de la gestion de situation à la gestion de la communication elle-même. On trouve «comprends pas», «parlez-vous anglais», «lentement», «répétez». C'est qu'une prise de conscience très humble en fait. La liste reconnaît que son propre utilisateur aura des limites. Au lieu de prétendre tout résoudre, elle donne les outils pour dire stop, je ne suis plus, aidez-moi. Voilà, c'est une boucle de rétroaction. C'est la reconnaissance que le plus grand problème, la plus grande urgence, ça peut être l'incompréhension elle-même. La liste offre une porte de sortie, un plan B. Parlez-vous anglais est l'ultime solution de repli, mais le fait de pouvoir le demander en français, ça change tout. Ça montre un effort. Ça montre une bonne volonté avant de basculer. Ça préserve la relation tout en résolvant le problème. C'est très subtil et très puissant, je trouve. Et pour boucler la boucle, la dernière section s'intitule Mots magiques et bonus. Oui, non, peut-être, bien sûr, pardon. C'est un peu le ciment qui lie toutes les autres briques, non? C'est exactement ça. Si les autres sections sont le hardware, les noms et les verbes pour accomplir des tâches, celle-ci, c'est le software, le système d'exploitation sociale. J'aime bien cette analogie. Pardon, par exemple, est un mot génial pour ça. Il peut vouloir dire excusez-moi, mais aussi je n'ai pas compris, pouvez-vous répéter? C'est un mot à tout faire. Et des mots comme super ou parfait permettent de créer un lien, de partager une émotion positive. Ce n'est plus seulement fonctionnel, ça devient relationnel. Alors, après avoir tout déballé, où est-ce qu'on en arrive? Cette liste de 100 mots, est-ce que c'est vraiment la clé d'un voyage sans stress? Je ne dirais pas la clé comme s'il n'y en avait qu'une. Je dirais que c'est plutôt un trousseau de passe-partout. Hmm. Il n'ouvre pas toutes les portes et parfois il faut forcer un peu, mais il donne les outils pour déverrouiller les plus importantes. Se déplacer, se loger, manger et être en sécurité. Sa vraie force, en fait, c'est pas les 100 mots eux-mêmes, c'est la confiance stratégique qu'il donne. C'est la loi de Pareto appliquée aux langues. 20% du vocabulaire pour résoudre 80% des problèmes. Et c'est cette approche qui démystifie l'apprentissage. Au lieu de se sentir submergé par l'immensité de la langue, on a une feuille de route claire. Aujourd'hui, je maîtrise la section hôtel, demain le restaurant. Chaque petite victoire renforce la confiance. Précisément, l'accent est mis sur l'action, sur la capacité à faire quelque chose avec la langue. La liste n'est pas un dictionnaire, c'est un plan d'action. Son but ultime, ce n'est pas de vous apprendre le français, c'est de vous donner l'autonomie pour que vous puissiez commencer à l'apprendre par vous-même au contact des gens, une fois la barrière de la peur brisée. Et pour laisser une dernière pensée à méditer, la liste se termine avec à bientôt et au revoir. Deux façons de dire au revoir. Ah oui, la nuance est importante là. Au revoir, c'est assez formel. Ça veut dire jusqu'à ce qu'on se revoie. Ça clôture une interaction. Mais à bientôt, c'est différent, non? Il y a une promesse dedans. L'idée d'un retour proche, d'une continuité. C'est une très belle nuance, et on peut se demander comment le choix entre ces deux expressions peut transformer la fin d'un voyage. Est-ce qu'on se contente de clore l'expérience avec un au revoir poli, ou est-ce qu'on la laisse ouverte en suspens avec un à bientôt qui est déjà une anticipation de la prochaine aventure? Cette liste de 100 mots ne donne pas la réponse, Non. mais elle donne les moyens de se poser la question. Et c'est peut-être ça, son plus grand cadeau.